Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre 13e webinaire destiné aux professionnels de santé. Je suis Antoine Smania, médecin généraliste et directeur médical de deuxièmeavis.fr. Et ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Lionel Gibert pour un webinaire organisé par deuxièmeavis.fr et consacré aux troubles du sommeil. Et oui, nous passons en moyenne plus d'un tiers de notre vie à dormir. Il est désormais établi que le sommeil joue un rôle central dans la santé physique et mentale. Pourtant, plus d'une personne sur deux rapporte des difficultés ponctuelles de sommeil et environ 20% de la population souffre d'un trouble de sommeil chronique. C'est un motif de consultation fréquent chez nos patients et en France, cela représente 13 millions de patients. Nous aurons l'occasion de reprendre avec vous et de répondre aux questions que le chat va nous envoyer. Nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Je vous passe la parole et merci. Merci Antoine, bonsoir à tous. Donc, je suis le docteur Gibert, effectivement, où j'exerce à l'Hôtel-Dieu en libéral, en médecine du sommeil et en psychiatrie. Donc, ce soir, je vais essayer de vous brosser un portrait rapide des pathologies du sommeil, de l'importance du sommeil. Vous m'excuserez parce que, quelque part, c'est assez difficile d'ajuster la présentation. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous sont déjà bien au courant, donc je suis obligé de revenir sur les bases, mais je vais essayer d'insister sur un certain nombre de points qui me paraissent importants et qui ne sont pas forcément connus et qui pourront vous servir en médecine générale ou dans toutes les pratiques que vous pouvez avoir. Donc, on essaiera d'abord de parler du sommeil, comment il s'organise, le sommeil normal, entre guillemets, et ensuite, on essaiera de descendre l'ensemble des troubles du sommeil, puis de parler en pratique comment intervenir en médecine générale, ce qu'on fait à l'hôpital, ce qui vous donnera un aperçu et vous permettra d'orienter vos patients ou de les aider vous-même, le cas échéant. Donc, le sommeil. Donc, effectivement, c'est 30% de notre temps. C'est quelque chose d'extrêmement important. Je vais y revenir, mais ça a un impact effectivement sur la somnolence diurne, la fatigue. Donc, le sommeil non réparateur a un impact dans la journée et c'est quelque chose d'extrêmement important puisque finalement, s'il y a une plainte de sommeil, mais que dans la journée, le patient n'est ni fatigué, ni somnolent et ne se plaint de rien, quelque part, c'est beaucoup moins inquiétant et ça nécessite assez peu d'investigation. Donc, le sommeil, c'est une chose, c'est 30% de notre temps, c'est essentiel pour un certain nombre d'éléments physiologiques et on y reviendra, mais ça se décrit aussi beaucoup par les plaintes diurnes du patient. Donc, en général, le sommeil est organisé en un certain nombre de cycles. Chaque cycle se décompose en du sommeil léger, qui est au début, puis du sommeil lent profond, qui est le sommeil récupérateur, qui est beaucoup plus abondant en début de nuit, puis le sommeil dit paradoxal, pendant lequel la plupart des rêves se passent, qui est peu abondant au début et qui est plus abondant en fin de nuit. Et donc, cette organisation de la nuit, c'est ce qu'on va regarder chez un certain nombre de patients, donc pour vérifier que cette structure est à peu près conservée, et elle peut ne pas être conservée dans les troubles, et on y reviendra. Donc, la première chose qu'il faut bien comprendre dans le sommeil, et je vais beaucoup insister dans cette présentation sur cet aspect-là, ce sont les rythmes circadiens, corporels, physiologiques, parce que chaque individu a un rythme circadien bien déterminé et il ne faut pas confondre des pathologies de ce rythme circadien avec des pathologies telles que de l'insomnie, et j'y reviendrai. Et donc, effectivement, on a des rythmes physiologiques, veille-sommeil, fréquence cardiaque, température et même humeur. En fait, quand vous êtes déprimé, vous êtes souvent de plus mauvaise humeur vers 3-4 heures du matin. Et d'ailleurs, quand vous devez prendre des décisions ou réfléchir, il vaut mieux ne pas se mettre à prendre des décisions à ce moment-là, parce que c'est le moment où l'humeur est la plus basse dans le rythme des 24 heures. On a aussi des rythmes biologiques comme le cortisol, la mélatonine sur laquelle on reviendra, l'hormone de croissance. Tous ces rythmes biologiques sont calqués sur ce rythme circadien. Donc, on a deux types de régulation du sommeil qui est vraiment
très important à comprendre. Donc, je vais commencer par la droite. Donc, le rythme circadien que je viens de décrire, et c'est une horloge biologique que chaque individu a et qui est génétique. C'est-à-dire qu'on naît avec cette horloge, plutôt du matin, plutôt du soir, on y reviendra, avec cette tendance à s'endormir le soir et à se réveiller le matin, mais plus ou moins tard chez les individus. Et puis, vous avez tous eu en consultation des adolescents. Et pendant l'adolescence, la phase se retarde de manière tout à fait physiologique chez l'homme, mais aussi chez les mammifères. Donc ça, c'est la régulation dite circadienne. Et puis, il y a la régulation dite homéostasique sur la gauche, qui est une pression de sommeil et qui est liée à une fatigue. Donc, au cours de la journée, on se fatigue de plus en plus, on accumule cette dette homéostatique et qui est réparée dans le sommeil. C'est une des raisons pour lesquelles on fait beaucoup de sommeil lent profond en début de nuit pour réparer cette dette homéostatique. Alors, quand on a un patient en consultation, il faut bien comprendre que chaque individu, et c'est toute la beauté de la médecine du sommeil, chaque individu est un peu différent. Alors, évidemment, tout le monde a à peu près une horloge de 24 heures, mais pas forcément. Certains, beaucoup plus que 24 heures, ça sera plutôt les personnages du soir, et d'autres proches de 24 heures, voire un peu moins de 24 heures, ils seront plutôt des gens matinaux, puisque leur rythme va se raccourcir de jour en jour. Donc, il faut connaître si votre patient est plutôt du matin ou plutôt du soir. Ensuite, chaque individu n'a pas le même besoin de sommeil. Donc, vous avez, on va dire en moyenne, des besoins qui tournent autour de 7h30, 8h, mais il y a des patients qui ont besoin de 11, 12 heures et d'autres qui ont besoin de 6 ou 7 heures. Rarement en dessous de 5 et rarement au-dessus de 13. Mais tout de même, c'est extrêmement important, parce que je vous donne cet exemple et j'y reviendrai. Si vous êtes du soir, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous endormir avant 1h du matin et gros dormeur, évidemment, ça vous donne de très grosses difficultés pour avoir une vie sociale normale si vous devez vous coucher à 2h et vous réveiller à 14h. Donc, il faut bien, dans l'évaluation du patient, essayer de comprendre si c'est un gros ou un petit dormeur, si c'est quelqu'un du matin ou si c'est quelqu'un du soir. Et tout ça étant régulé par, j'y reviendrai, la lumière, la régularité, les cycles d'activité-repos, les repas, mais j'y reviendrai un peu plus précisément. Donc, à quoi sert le sommeil? Donc là, la science avance à grands pas, mais le sommeil sert dans l'équilibre psychique, ça c'est connu depuis un certain temps. Ça sert évidemment à se reposer, mais ça sert aussi à reposer son cerveau. On a constaté aussi que pendant le sommeil, un certain nombre de déchets, si je puis m'exprimer ainsi, sont évacués du cerveau. Ça renforce les défenses immunitaires. On a constaté par exemple que dans les travailleurs postés sont plus exposés au risque de pathologies néoplasiques. Donc en fait, le sommeil est absolument essentiel dans l'ensemble du fonctionnement du corps. Et j'irai même un peu plus loin, il est même essentiel pour que si jamais vous devez traiter une pathologie qui n'a rien à voir avec le sommeil, parlons de la dépression par exemple, ou des troubles bipolaires, le fait d'avoir un bon sommeil permet d'avoir une efficacité meilleure des traitements. Meilleur le sommeil est, meilleurs seront les traitements. Donc, quels sont les troubles du sommeil? Je vais les passer en revue, sachant qu'il faut retenir que les deux grosses pathologies du sommeil sont l'insomnie d'un côté et les troubles respiratoires de l'autre. Il y a une troisième famille avec les troubles neurologiques et les mouvements anormaux pendant la nuit sur lesquels on va revenir. Voilà. Donc, je vais les passer en revue. Donc, quels sont les troubles du sommeil? Donc, je vous l'ai dit, l'insomnie, syndrome d'apnée du sommeil. Bon, vous l'avez vu, j'ai déjà insisté dessus, mais comme c'est peu connu, c'est vraiment, si vous deviez ressortir avec cette idée de bien comprendre qu'il y a des troubles du rythme circadien du sommeil, donc des gens qui sont trop du soir ou trop du matin, voire en libre cours, qui peuvent être du matin, du soir et qui se décalent beaucoup au cours des jours. Bon, les parasomnies, qui peuvent être du sommeil lent profond ou du sommeil paradoxal en fonction on va dire des périodes de la vie. Syndrome des jambes sans repos, qui est, alors là pour le coup, pas une pathologie du sommeil, mais une pathologie diurne qui se diagnostique de manière clinique, donc que vous devez connaître, et qui est souvent comorbide avec un mouvement périodique
des jambes nocturnes qui, lui, ne se diagnostiquent pas de manière clinique, mais se diagnostiquent de manière à la polysomnographie. Alors, ces deux pathologies sont un petit peu liées parce qu'on a quand même souvent des patients qui ont des syndromes de jambes sur repos qui les empêchent de s'endormir et qui, derrière, font des mouvements périodiques des jambes qui les réveillent pendant la nuit. J'y reviendrai un petit peu. Je ne vais pas beaucoup insister ce soir sur la narcolepsie et l'hypersomnolence parce que ça, c'est vraiment des choses qui sont, on va dire, réservées à des centres spécialisés et qui sont quand même plus rares que les autres pathologies. Évidemment, les troubles du sommeil induits par les substances ou les médicaments sont extrêmement importants et vous devez bien regarder tous les effets secondaires des traitements qu'on donne. En psychiatrie en particulier, presque tous les traitements vont donner des syndromes de jambes sur repos chez certains patients. Donc, c'est vraiment important de garder ça en tête. Alors, l'insomnie chronique, il y a 3 types d'insomnie. Soit je n'arrive pas à m'endormir, soit je n'arrive pas à maintenir mon sommeil, soit je me réveille trop tôt. Donc, il faut que ça dure sur plusieurs mois et que cette plainte se passe plus de 3 fois par semaine. Et surtout, ce qui est important, c'est ce que je disais, c'est qu'il faut vraiment mesurer quelles sont les conséquences diurnes de cette insomnie. Est-ce que mon patient est somnolent, c'est-à-dire qu'il a une tendance à s'endormir? Est-ce que mon patient est fatigué? Et donc, les insomniaques se plaignent souvent de fatigue, assez moins de somnolence. Sachant que je fais une aparté sur la somnolence parce que je ne crois pas que ça apparaisse dans les diapos, mais si vous avez un patient somnolent, vous faites passer des échelles de somnolence, des Epworth, vous devez absolument lui signaler qu'il ne peut pas conduire de véhicule automobile et le mettre dans votre dossier médical. Un de nos confrères a été condamné pour homicide involontaire puisqu'il n'avait pas évalué cette somnolence et que le patient a pris son volant et tué quelqu'un sur la route. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important et de peu connu. Il faut évaluer cette somnolence et signaler au patient qu'il n'a pas le droit de conduire s'il est somnolent. Et la question à poser, c'est êtes-vous déjà endormi au volant? Si le patient vous dit ça, vraiment, il faut le noter dans le dossier et lui expliquer qu'il ne peut plus prendre sa voiture, même pour faire un petit trajet et aller chercher son enfant à l'école. Donc, les conséquences, j'en ai parlé, c'est une fatigue, mais typiquement chez l'adolescent, par exemple, qui a une insomnie chronique, ça peut prendre le masque d'une dépression avec une irritabilité, des troubles cognitifs. Alors, on a parfois des problèmes de mauvaise perception du sommeil, mais quelque part, ce qui est vraiment important, c'est d'évaluer cette insomnie. Alors, bon, on a plusieurs, j'y reviendrai après, mais j'ai envie de dire, si vous deviez retenir une seule chose, et je me répète, mais ce n'est pas grave, ça permet il faut leur faire un agenda du sommeil. Donc, cet agenda du sommeil, c'est quelque chose d'assez classique où ils vont dire où est-ce qu'ils s'endorment, où est-ce qu'ils se réveillent. Évidemment, à ne remplir qu'une fois dans la journée sans se prendre la tête, mais ça permet d'avoir une idée beaucoup plus précise de ce qui se passe. Le traitement de première intention, c'est la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, on ne donne quasiment jamais, dans la pratique, j'exagère un peu parce que dans la pratique, ce n'est pas tout à fait le cas, mais on donne, on va dire, rarement, on essaye de ne pas donner de traitement en première intention et donc de partir sur des thérapies cognitivo-comportementales qui sont assez simples, comportent 3 branches, les thérapies cognitivo-comportementales. La première qui est l'hygiène de sommeil. Donc ça, je ne vais pas m'étendre dessus parce que j'ai qu'une demi-heure. Donc c'est assez facile. Je ne fais pas trop de sport le soir, je dors sans bruit, je ne bois pas d'alcool, tout ce que vous connaissez. Et les 2 autres choses que font les thérapies cognitivo-comportementales, c'est de réduire le temps passé au lit et finalement de faire en sorte que le patient dorme moins longtemps mais de meilleure qualité. Et quand la bonne qualité du sommeil est arrivée, on réétend le temps passé au lit. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé c'est ce qu'on appelle la restriction du temps passé au lit. Et le contrôle du stimulus, on dit aux patients que le lit ne sert qu'à dormir et à l'activité intime. Donc, traitement médicamenteux en deuxième intention seulement, la TCC avant. Et si jamais le patient n'a pas forcément accès à la thérapie cognitivo-comportementale, vous pouvez lui donner quelques conseils qui sont de se lever toujours à la même heure,
de ne pas faire de sieste et de ne faire rien d'autre que dormir et faire l'amour dans son lit. Donc ça, c'était pour l'insomnie. Deuxième grosse pathologie du sommeil qu'il faut absolument repérer, c'est l'apnée du sommeil. Donc l'apnée du sommeil, c'est simple, c'est des patients qui vont être fatigués dans la journée, somnolents, qui vont se plaindre de ronflements, de reprises respiratoires bruyantes et qui vont aller faire pipi plus que de nécessaire, plus que de normal. Donc, il va avoir une nicturie à 2 ou 3 fois par nuit, puisque le fait d'arrêter de respirer déclenche une hormone diurétique. Donc, c'est assez significatif. Si votre patient vous dit que ce n'est pas un homme de 70 ans qui a un problème de prostate, qui se lève 3-4 fois la nuit pour aller faire pipi, c'est un signe assez fort d'apnée. Il y a aussi les céphalées matinales et évidemment, écouter ce que dit le conjoint. Quand les patients dorment à deux, il faut écouter le conjoint. Est-ce qu'il ronfle? Est-ce qu'il fait du bruit? Est-ce qu'il s'arrête de respirer? Le conjoint peut assez facilement constater un arrêt respiratoire ou une diminution de la respiration pendant la nuit. C'est à mon avis sous-diagnostiqué. C'est très important de diagnostiquer parce que ça s'accompagne de risques cardiovasculaires en particulier. Ça augmente les risques d'accidents vasculaires cérébraux. Et on a maintenant des traitements qui sont devenus peu bruyants, qui ont l'air un peu barbares comme ça quand on met de la pression positive continue, mais qui finalement, même les conjoints trouvent qu'il vaut mieux avoir cette machine qu'un patient qui ronfle bruyamment à côté de lui. Donc, pour diagnostiquer cette apnée du sommeil et on va dire toutes les autres pathologies, l'examen de référence, c'est la polysomnographie. Je vais faire court parce j'ai déjà consommé 20 minutes, donc je vais aller rapidement. La polysomnographie, c'est un électroencéphalogramme pour déterminer les stades du sommeil et un certain nombre de capteurs pour voir les effets respiratoires, donc capteur nasal, capteur d'oxymétrie, et puis aussi un certain nombre de capteurs pour vérifier tous les mouvements du patient. Les mouvements du patient permettant de détecter les mouvements anormaux et permettant aussi de bien quantifier les phases du sommeil, puisque quand on est en sommeil paradoxal, on ne bouge plus. Donc, l'hypnogramme qui arrive, c'est, on va dire, le sommeil décortiqué. Alors, la plupart du temps, effectivement, on voit beaucoup, comme dans celui-là, là je n'ai pas de petit pointeur, mais l'éveil qui apparaît chez certains patients. Je passe rapidement parce qu'il faut que j'avance. L'agenda du sommeil dont je vous ai parlé, extrêmement important, où le patient va expliquer comment il dort. Et donc là, on voit qu'on a un patient totalement désorganisé, qui va se mettre à dormir dans l'après-midi, qui certaines nuits n'arrive pas à dormir du tout. Et donc là, en fonction de la clinique, ça va nous permettre de départager entre un mode de vie, un trouble de rythme circadien. C'est assez intéressant d'avoir ça sur 2-3 semaines, ce qui permet vraiment de se faire une idée assez claire de ce qui se passe chez le patient. Le problème de l'examen de polysomnographie pour l'insomnie, c'est qu'on n'a qu'une seule nuit, et même pour les mouvements des jambes, et que ces pathologies sont variables. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'agenda du sommeil, c'est vraiment un examen de référence. On prescrit de temps en temps des actimétries, ce qui permet de, quand l'agenda du sommeil est particulier ou qu'il y a on n'arrive pas à comprendre, il y a on va dire un désaccord entre ce que dit le patient et ce qu'on peut comprendre de sa fatigue et de sa somnolence. Dans ce cas-là, on peut faire une actimétrie, c'est des montres qui regardent l'actimétrie, qui permettent d'objectiver, pas forcément quand le patient dort, mais au moins quand le patient ne bouge plus. On a certaines analyses sanguines, puisque, ouais, ça c'est peut-être un message que je pourrais faire passer, c'est que pour les mouvements des jambes, on y reviendra, il faut absolument analyser le fer, parce que les carences en fer, donc il faut faire une CRP et la ferritine, que les carences en fer induisent des mouvements périodiques des jambes qui peuvent perturber le sommeil et donc le rendre de bien moins bonne qualité. On a d'autres examens qui sont les TIL et les TME. Ça, c'est des examens où on garde des patients un peu plus de 24 heures et on voit leur tendance à s'endormir ou on voit leur capacité à se maintenir éveillé. Donc, les tendances à s'endormir, c'est pour la narcolepsie et la capacité à rester éveillé, c'est un test médico-légal qui peut être demandé pour les chauffeurs de poids lourds, pour les pilotes d'avion, pour vérifier qu'ils sont bien traités suite à une pathologie du sommeil.
C'est évidemment de la médecine générale avec tout un certain nombre d'autres examens qu'on peut demander dans des cas particuliers. Alors, je continue avec les pathologies de l'horloge. Alors, j'en ai parlé, mais j'y reviens. Le retard de phase, c'est le patient qui n'arrive pas et qui est réglé sur plus que 24 heures. Donc, son cycle est supérieur à 24 heures. Donc, tous les soirs, il va se décaler un tout petit peu. Il va se coucher de plus en plus tard. Au bout d'un moment, la pression sociale, la lumière va faire que le décalage va peut-être s'arrêter, mais c'est les patients qui n'arrivent pas à s'endormir avant 2-3 heures du matin. Mais une fois qu'ils sont endormis, il n'y a plus de problème. C'est-à-dire que quand ils sont en vacances, ils vont s'endormir à 2-3 heures du matin. C'est ça qu'il faut leur poser comme question. Comment ça se passe quand vous êtes en vacances? Au bout d'une semaine de vacances, qu'est-ce qui se passe? Ces patients-là n'ont pas de problème d'insomnie. Mais sauf que leur problème, c'est qu'ils s'endorment à 3 heures. Donc, si vous avez besoin de 7 heures de sommeil et que vous vous endormez à 3 heures, vous ne pouvez pas être au boulot à 8 heures. Et donc, ça crée de la dette de sommeil, donc de la fatigue, donc de la somnolence. L'avance de phase, on les voit beaucoup moins, parce que eux, c'est assez facile. C'est comme moi, à 10 heures, ils sont somnolents, à 10h30, ils dorment, et à 5 heures du matin, ils sont debout, donc ils peuvent aller bosser à l'hôpital à 8 heures, ça ne pose aucun problème. Alors, il ne faut pas que ça soit trop non plus dans l'avance de phase, puis il faut quand même aller dîner avec ses copains et pas s'endormir au restaurant, mais c'est souvent moins un problème que le retard de phase. Je ne vais pas m'éterniser sur les rythmes irréguliers parce que c'est un peu plus spécial, et sur le travail posté, il faut garder en tête que quelque part, ça dépend à chaque fois de quel travail, quels horaires, quel switch, entre guillemets, en particulier chez les policiers, ils ont des organisations 4 jours, 2 jours qui sont très néfastes. Il vaut mieux avoir des organisations, quand on est sur des travails postés, un peu plus longues. Mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail de cet aspect-là. Ça, c'était pour vous montrer sur les pathologies de l'horloge un petit schéma qui est issu d'un papier de 2019 qui montre que tout le corps est réglé par ce rythme circadien. Donc, le principal indicateur, c'est évidemment la lumière, qui est, je crois d'ailleurs qu'il y a eu un prix Nobel pour ça, qui est détecté par des types de cellules de l'œil que certains aveugles ont, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas, mais ils ont ces cellules qui leur permettent de capter la lumière, qui leur permet de s'organiser sur un rythme jour-nuit. Et on s'aperçoit que chaque organe a son rythme lié à ce rythme jour-nuit. Donc, les principaux éléments, c'est le cortisol, la température, qui permettent de voir les cycles du corps. Alors là, c'est une petite diapo un peu pratique pour vous donner les traitements. Et je vais revenir un peu plus précisément sur la mélatonine parce que je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde. Quand j'ai un retard de phase, donc c'est quelqu'un qui va s'endormir tard, c'est la deuxième ligne, le soir, il met des lumières, il met des lunettes pour éviter la lumière, on lui met un peu de mélatonine pour déclencher le système, et le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il faut tout de suite qu'il se mette à la lumière, qu'il aille se balader pour que son corps enregistre que là, c'est le matin. Et on essaye d'avancer petit à petit son heure de coucher. Sur la mélatonine, je vais dire un petit mot sur la mélatonine parce que je sais que c'est une question qui va venir. La mélatonine existe sous plusieurs galéniques. Et donc, elle a deux effets, cette mélatonine. Elle a un effet chronobiotique qui est horaire dépendant. C'est important, ça. C'est un effet chronobiotique qui est horaire dépendant. Donc, quand on a un retard de phase, on va donner de la mélatonine 4 heures avant le coucher, à petite dose, 1 mg. Et c'est de la mélatonine à libération immédiate qu'il faut donner. D'ailleurs, dans les services du sommeil, on ne donne presque que de la libération immédiate. Donc, c'est de la libération immédiate qu'il faut donner 4 heures avant l'heure souhaitée de coucher. Mais si vous avez un patient qui est en décalage et qui se couche normalement à 23 heures, il peut pas, à 2 heures du matin, il ne peut pas gagner 2 heures d'un coup. Donc, il faut lui faire gagner un quart d'heure tous les jours. Et elle a, donc ça c'est le premier effet qui est chronobiotique, qui est horaire dépendant pour déclencher le système de la mélatonine. Et vous avez un effet soporifique qui lui n'est pas horaire dépendant, mais qui est dose dépendant. Et là, pour le coup, il faut donner des doses plus élevées, pareil, de cette libération immédiate ou prolongée dans ce cas-là. Pour l'effet chronobiotique, c'est toujours immédiat. Et pour l'effet soporifique, c'est immédiat ou prolongé pour la libération. Et là, c'est plutôt, non pas 1 mg, mais entre
2 et 5 mg qu'il faut donner aux patients. Voilà, ça c'était pour la mélatonine. Là, j'ai un agenda du sommeil d'un décalage de phase. Vous voyez, il se couche toujours à 2 h du matin. J'avance un petit peu parce que je vois qu'il est 28. La prise en charge, donc c'est vraiment ce que je mettais dans le tableau, les synchroniseurs qui sont la lumière, l'activité physique, la régularité et les repas. Et c'est comme ça que le règle se colle. La lumière, l'activité physique et la régularité. Les parasomnies, donc ça c'est quelque chose, je vais juste insister sur les choses qui sont importantes. Le somnambulisme, si vous avez du somnambulisme, donc c'est du sommeil lent profond qui est l'équivalent des terreurs nocturnes chez les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui font du somnambulisme, mais il y a quand même quelques adultes qui en font. Là, il faut regarder les éléments de gravité, c'est-à-dire est-ce que j'ai déjà ouvert la fenêtre, est-ce que j'ai des armes à la maison, et s'il n'y a pas d'éléments de gravité, on surveille. Et s'il y a des éléments de gravité, il faut mettre en place des choses, il faut fermer les fenêtres. C'est ça qui est très important. Pour les troubles du comportement, sommeil paradoxal, c'est plutôt des personnes âgées. Et là, il faut les envoyer dans les centres spécialisés parce que c'est souvent annonciateur de maladies neurologiques, des alpha-synucléopathies, donc la maladie de Parkinson, la démence à corps de Lévy et l'atrophie multisystématisée. Qui arrive une quinzaine d'années après le diagnostic du sommeil. Syndrome des jambes sans repos, c'est un diagnostic qui se fait à la polysomnographie. Souvent, les patients quand même disent qu'ils bougent les jambes et on le voit très très bien. Et ça se traite plutôt de manière médicamenteuse, mais vraiment le truc à retenir, c'est, je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est la carence en fer et la iatrogénie. Parce que là, c'est facile à traiter. Donc, ferritinémie, CRP, et puis regardez la liste des traitements, parce qu'il y a beaucoup de traitements qui donnent des syndromes des jambes sans repos. Sinon, on a des agonistes de la dopamine, des antiépileptiques ou des opioïdes en fonction de la situation des patients. Typiquement, si les patients sont anxieux, ce qui est souvent le cas, on peut leur donner du Lyrica qui va traiter à la fois l'anxiété et le syndrome des jambes sans repos. Mais là, on rentre déjà dans les détails. Narcolepsie, hypersomnie, je préfère passer rapidement parce qu'il y a, on va dire, il y a la narcolepsie de type 1 qui est caractérisée par des cataplexies, donc des pertes de tonus musculaire au moment des émotions, et puis une autre grande famille, narcolepsie, on va dire de type 2 et les hypersomnies idiopathiques, pas HE, c'est HI, je me suis trompé, et qui sont des quantités de sommeil, des difficultés au réveil et une propension à dormir très importante. Et là, on donne des molécules éveillantes, mais c'est vraiment traité dans les centres spécialisés. Les abus de substances, cannabis et sommeil, bien sûr. L'alcool, encore pire. C'est-à-dire que l'alcool va vous aider à vous endormir, mais va complètement déstructurer votre sommeil. Il faut vraiment casser cette idée que quand on boit de l'alcool, on va mieux dormir. C'est totalement faux. On s'endort mieux, mais le sommeil, in fine, est fractionné, surtout en deuxième partie, et de très mauvaise qualité. La dette de sommeil, ça c'est extrêmement important aussi, c'est-à-dire que les patients viennent en consultation et se plaignent, sont fatigués, et en fait, il faut quand même regarder, toujours évaluer, finalement, s'ils ne dorment pas assez, clairement, c'est ça le problème. Il faut leur dire, il faut trouver un moyen de dormir plus. Et surtout à notre période où on a vu le temps de sommeil moyen des individus diminuer de manière drastique sur les 20 ou 30 dernières années. Donc, gardez toujours en tête, évaluer la dette de sommeil. Le sommeil en pratique, donc mon environnement de sommeil, c'est une évidence et vous aurez sans doute accès de toute façon à la présentation. Donc il faut avoir une literie confortable, évidemment chasser les écrans, chasser toute lumière bleue avant de dormir. Donc ça c'est l'hygiène de sommeil très simple. Mon mode de vie, la lumière, l'activité physique et le soir pas d'écran, une ambiance restreinte et une mise en place d'un rituel. Temps de sommeil moyen des Français, vous voyez, 7 heures en semaine, 8 heures en week-end. Il n'y a pas de raison de dormir moins le week-end, moins la semaine que le week-end. Et ça montre bien à quel point c'est vraiment un problème. Les écrans, surtout chez les ados, il faut mettre les téléphones dans l'entrée pour éviter justement l'image qu'on voit chez ce jeune homme. Je vais insister sur quelques points en conclusion. Donc le sommeil, c'est la santé. Les besoins de sommeil sont propres à chacun, petit dormeur, gros dormeur. Limiter le temps passé au lit à ne pas dormir, passer de bonnes journées. Et c'est la journée qu'on prépare la nuit avec l'activité physique, la régularité et la lumière. Et enfin, donc les 3 messages, les 3 ou 4 derniers messages,
La mélatonine, j'en ai beaucoup parlé, mais c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser en médecine générale avec l'effet chronobiotique et l'effet soporifique. Et dernier point, un truc qui est extrêmement important, c'est un peu mon dada. Si vous avez un patient qui vient et qui est insomniaque, donc il y a des problèmes pour s'endormir, des problèmes pour rester endormi, ou des problèmes de réveil précoce, il faut absolument aller chercher un événement traumatique parce que c'est souvent révélateur d'un stress post-traumatique. On a 30% des insomniaques, c'est à peu près ça la proportion, c'est énorme. 30% des insomniaques qui ont un stress post-traumatique ou quelque chose qui s'en rapproche. Donc, quand vous avez un insomniaque, allez chercher un traumatisme. Voilà, je vous remercie. Je suis passé un peu vite sur les diapos, mais j'avais 30 minutes, j'ai dépassé de 4, j'en suis désolé. Docteur Gibert, Voilà. c'était passionnant. Un grand merci. Vraiment, et la foultitude des questions montre que les gens étaient passionnés. Est-ce que je vous les liste toutes et puis vous choisissez dedans celles qui vous paraissent peut-être être agrégées? Allez-y, allez-y, je vous écoute. Quel somnifère le moins d'accoutumance et risque de dépendance? Il y avait une question sur Stilnox et conduite. Impact des somnifères sur l'état cognitif. Quel anxiolytique recommandé en première intention? Il y avait montre connectée recommandée. Est-ce que vous recommandez certaines montres connectées? EMDR et hypnose. Il y a aussi des traitements chirurgicaux de l'apnée du sommeil. Est-ce que vous en direz un mot? Et il y a une question, je pense, qui est sûrement la plus pertinente, c'est est-ce que pour un couple qui désire s'installer ensemble, vous recommandez d'accorder les horloges biologiques? Alors, je vais commencer par la dernière, sur le couple. Le problème du couple, c'est que c'est génétique. Donc, quelque part, si vous avez un homme du soir ou du matin qui épouse quelqu'un du soir ou du matin, ils vont essayer de se rapprocher en ayant avec tout ce que je vous ai dit, l'activité physique, le sommeil, la lumière, mais il y en a quand même toujours un des deux qui va plus souffrir parce que quand on est du soir ou du matin, c'est jusqu'à la fin de sa vie. C'était déjà petit et ça s'inscrit dans le temps. Donc, mais il ne faut pas que ça casse les couples. Hein. Ils arrivent quand même à y arriver. Traitement chirurgical de l'apnée, c'est surtout chez l'enfant, hein, sur l'opération des amygdales. Après, il y a effectivement des traitements sur le nerf hypoglosse, mais qui sont des traitements très spécifiques. Et là, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je ne le connais pas très bien. C'est très peu prescrit. Hein. Mais chirurgical, avec l'opération des amygdales chez les enfants, c'est fréquent. Hein. C'est un des gros types d'apnée. Chez les enfants, il y a 3 types d'apnée. Il y a les enfants en surpoids, les enfants qui ont des grosses amygdales, et puis les enfants qui ont des malformations faciales qui font qu'ils respirent moins bien. Mais on va dire que le gros de l'apnée de l'enfant, c'est les amygdales et l'obésité. Et aujourd'hui, les amygdales, ils en enlèvent qu'une partie, c'est beaucoup moins douloureux, beaucoup moins dangereux qu'à une certaine époque. Voilà ce que je peux dire sur les traitements chirurgicaux. Le MDR et l'hypnose. Alors l'hypnose, je n'en fais pas. Le MDR, j'en fais, mais j'en fais pour le TSPT. Donc c'est pour le stress post-traumatique. Hein. C'est vraiment une indication très claire avec des preuves scientifiques fortes. Et comme le trouble de stress post-traumatique est une pathologie du sommeil, on peut dire que le MDR traite ça. Les montres connectées, le problème de la montre connectée, c'est que quand vous avez un sommeil normal, ben, ça marche très bien, tous ces outils connectés. Quand vous avez un sommeil qui n'est pas dans la norme, avec des mouvements de jambes, avec de l'apnée, ben, les systèmes deviennent de moins en moins perfectionnés. Ceci étant, je pense qu'ils font d'énormes progrès à une vitesse incroyable. Et donc, je vous dis ça, c'était peut-être vrai il y a 6 mois, 9 mois, mais là, j'étais au Congrès du sommeil il y a une dizaine de jours et on voit qu'il y a des systèmes de plus en plus perfectionnés. Alors, nous, à l'hôpital, comme on a des outils vraiment qui vont au bout des choses, on a une étude en ce moment où on compare justement ça avec les montres connectées. Et les résultats sont quand même que quand le sommeil est bien déréglé, il vaut mieux aller dans un truc plus classique, mais ça peut changer dans 1 an ou 2. L'anxiolytique recommandé, c'est très difficile de répondre à cette question parce que ça dépend vraiment du patient, de ses comorbidités psychiatriques, d'autres comorbidités X ou Y. Les anxiolytiques, il y a les IRS que moi je prescris volontiers, même en médecine du sommeil, du Zoloft par exemple, enfin de la sertraline, pardon. On peut aussi donner des anxiolytiques de manière chez des patients dont on sait
qui n'ont pas de problème addictologique, qui vont les consommer, je pense là aux benzodiazépines, mais de manière tout à fait non régulière, en particulier les benzodiazépines à demi-vie longue comme le prazépam est quand même pas mal utilisé et a un risque addictogène beaucoup moins fort. Voilà, mais vraiment, je pourrais parler pendant 1 heure sur les anxiolytiques parce que c'est pareil sur les syndromes des jambes sans repos. On a du Lyrica qui traite le trouble anxieux. Souvent, c'est des patients anxieux et donc le Lyrica est très adapté pour eux, mais il ne va pas être adapté pour d'autres patients. Stilnox et conduite, là, la réponse est claire, c'est strictement interdit, évidemment. Là, il n'y a même pas de débat. Stilnox et conduite, c'est non. Alors après, je tempère un peu parce que ça dépend à quelle heure vous prenez votre Stilnox. Et puis le Stilnox est à demi-vie très très courte. Mais quand même, si les patients sont à prendre du Stilnox, quoique, je corrige un tout petit peu mon point de vue parce qu'effectivement, comme la demi-vie est très très courte et qu'en plus c'est un médicament un peu spécial qui a un effet rebond en fin de demi-vie, dans la réalité, c'est pas si le Stilnox est pris le soir et qu'on va conduire 12 à 13 heures après, c'est pas vraiment un problème. Mais bon, c'est un peu délicat de dire Stilnox et conduite, pas de problème quand même, parce que c'est une parenté benzo, donc c'est un peu délicat. Et puis les somnifères, je vais juste faire un petit commentaire. Il y a toute une série de somnifères. Il y a les antihistaminiques qui sont peu prescrits dans les centres du sommeil, même si moi, ça m'arrive de le prescrire. Je préfère dire aux patients d'éviter le Donormil parce qu'ils l'utilisent beaucoup, parce qu'il est sans ordonnance. Mais il a une demi-vie beaucoup plus longue que le Terralène. Le Terralène a une demi-vie autour de 5 heures, alors que le Donormil a une demi-vie de 10 heures. Et donc souvent, les patients qui prennent du Donormil parce qu'ils n'ont pas de prescription, dans la journée, ça ne se passe pas forcément très très bien. Ensuite, on a cette nouvelle molécule qui est le daridorexant, qui est un inhibiteur de l'orexine. Je le signale parce qu'il est assez nouveau. Donc le Quviviq, de son nom commercial, et daridorexant, de son nom de molécule, qui est assez efficace, qu'on donne plutôt en deuxième intention dans l'insomnie après un échec des TCC. Mais qui est à garder en tête parce qu'il y a peu de contre-indications et il aide quand même pas mal de patients. Voilà. Un petit mot quand je repense à EMDR hypnose. Nous, on a des ateliers de sophrologie et de méditation à l'Hôtel-Dieu qui peuvent rendre des services aux patients. Je rebondis une seconde sur les montres connectées. Et moi, j'ai un patient qui s'est équipé avec une montre connectée pour justement suivre son sommeil et c'est devenu, entre guillemets, un toc, c'est-à-dire qu'il passe son temps à regarder sa montre la nuit en me disant je vérifie sur ma montre les heures auxquelles je me réveille. Et lui faire accepter d'oublier sa montre qu'il a achetée pour suivre son sommeil, ça a été compliqué. Ah oui, alors c'est très intéressant parce que c'est effectivement quelque chose qui arrive assez régulièrement. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire que ce patient n'est pas adapté à avoir une montre. Si cette montre l'empêche de dormir ou le perturbe, c'est vraiment un problème. Et ça me fait penser on voit dans l'hygiène de sommeil, il faut garder du bon sens. C'est-à-dire qu'on entend souvent les médecins, ou même mes confrères, dire non, il ne faut pas avoir de pendule dans sa chambre. Et en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Il faut questionner le patient. Il faut lui dire ah bon, vous avez votre pendule dans votre chambre. Et quand vous vous réveillez le matin et que vous voyez votre pendule qui marque 4 heures et que vous allez vous réveiller à 7, qu'est-ce que vous pensez? Et le patient qui va vous dire dès que je vois 4 heures, c'est galère parce que je sais que je ne vais pas pouvoir dormir pendant 3 heures, lui, effectivement, il ne vaut mieux pas qu'il ait l'horloge. Mais celui qui vous dit il est 4 heures, c'est cool, je me lève que dans 3 heures, je vais pouvoir peut-être me rendormir, en tout cas qui voit ça de manière positive, lui, il peut avoir sa pendule. Et la montre, c'est pareil. Effectivement, si on commence à avoir une montre et qu'on est obsédé par la performance et finalement, ça dégrade son sommeil, c'est évidemment délétère. Bien. Écoutez, merci encore, Dr Gibert, pour ce webinaire qui était vraiment passionnant. Merci à toute l'équipe de deuxièmeavis.fr qui a organisé ce webinaire. Je vous rappelle que le replay est disponible dès la fin de l'événement. N'hésitez pas à le partager. Donnez-nous votre avis, votre feedback pour qu'on puisse s'améliorer en permanence. Bonne soirée à tous et je suis sûr que Morphée sera de la partie pour l'ensemble d'entre nous. Bonne soirée. Au revoir.